en effet, je vais m'occuper de la partie réalisation. Alors, je vais essayer d'être le plus concret possible, le plus terrain possible, parce que c'est vraiment mon quotidien, donc je vais essayer de vous transmettre ça. Je me présente quand même brièvement, justement, pour ceux qui ne me connaissent pas forcément. Pierre Bernot, donc je suis kiné au Football Club de Nantes, exclusivement. J'ai une activité libérale auparavant, mais je suis actuellement donc, totalement au Football Club de Nantes, donc au plus près des sportifs professionnels qu'on aborde ce soir. On a l'honneur ce soir d'avoir un invité particulier sur l'idée de Ronnie. Merci Ronnie pour l'idée. Merci Nicolas Palois qui est là ce soir, qui à la fin de mon intervention pourra un petit peu répondre à vos questions, si vous voulez, par rapport à son vécu, parce que vous allez voir, on va parler de lui dans le diaporama. Il a vécu il y a 1 an et demi une entorse grave, importante du moins, de cheville. Donc il est là un petit peu pour nous en parler, répondre à vos questions si vous avez envie. C'est parti. Donc, on ne va pas recontextualiser, Thibault l'a fait, etc. Mais juste quelques points importants. En effet, cette fréquence, mais cette fréquence avec cette variété. C'est-à-dire que il y a énormément d'entorses, mais finalement, presque chaque entorse est différente du fait du contexte de la personne sur laquelle ça arrive et du fait de toutes les petites variabilités qu'il va y avoir sur tel faisceau atteint, couplé à un autre, sur un pied avec une statique différente, etc. Donc finalement, aucune entorse va se traiter vraiment de la même manière. On a un cadre, un guide, mais on va devoir être le plus adaptable possible. Attention à cette banalisation de l'entorse, justement, c'est une pathologie tellement fréquente qu'on est tous quelqu'un qui a eu une entorse. Nous-mêmes, on a quasiment tous eu déjà une entorse de cheville. Le piège, il est là, c'est de banaliser. Parce que derrière, arrive facilement l'instabilité chronique, et nombreuses sont les personnes qui se sont fait une entorse, et justement, derrière, on va le voir plus tard, mais le facteur de risque numéro 1 d'une entorse, c'est finalement en avoir déjà fait une. Donc attention à ne pas banaliser la prise en charge d'une entorse, qu'elle soit, peu importe, chirurgicale, rééducation fonctionnelle, mais en tout cas, prendre ça vraiment correctement en charge. Je vais avoir un déroulé avec vous ce soir qui va tout simplement suivre un peu ce qu'on peut avoir avec un de nos athlètes. C'est-à-dire que il se fait une entorse, on va le prendre en charge, on va derrière essayer d'analyser un petit peu son évolution et d'analyser son avancée pour voir s'il est apte ou pas à reprendre le jeu, l'entraînement, voire la compétition. Et puis derrière, classiquement, ce qu'on fait, malheureusement pas souvent avant, mais c'est qu'une fois qu'un de nos athlètes s'est fait une entorse, on va quand même mettre en place des éléments un petit peu individuels de prévention pour éviter la récidive. D'accord ? En parallèle, ce sera ma 4e partie. C'est le but premier de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous faire part des réalités du terrain. Parce que vous allez voir qu'entre ce qui est écrit dans les études et ce qu'on fait réellement, il y a quand même un beau fossé du fait du contexte, notamment que Thibault exposait tout à l'heure. D'accord ? Donc, désolé Nicolas, si tu as un peu mal encore en voyant l'image. On va se remettre dans la situation. C'était en septembre 2017. On va l'avoir en vitesse réelle, puis après avec quelques petits zooms. À Strasbourg. Ce qui se passe, donc, c'est que finalement, il est en décharge, il prend le ballon au bout du pied, juste avant de reposer le pied au sol. Et ce qui fait que son appui automatiquement est totalement faussé. Vous allez voir. Et il part avec un beau petit angle quand même entre son pied et sa jambe. Donc, on a bien vu sur la vidéo, mais on va un tout petit peu s'arrêter. Pardon. Hop. On va un tout petit peu s'arrêter quand même. Donc, on comprend bien le mécanisme où finalement l'adversaire vient centrer, ça lui tape le bout du pied alors en décharge, tac. Et donc, il vient poser avec en plus le pied gauche qui lui décolle du sol. Donc, tout son poids vient se poser sur son pied droit, alors mis réellement dans la position idéale pour nous rompre un beau petit ligament collatéral latéral. D'accord ? Donc, on part de ça. Voilà, Nicolas se fait l'entorse. Et derrière, il faut le prendre en charge. Ok ? Alors, on va partir sur une théorie vraiment basique, mais pour après un petit peu creuser sur nos techniques et l'efficacité de certaines par rapport à d'autres. Donc, bon, cette fameuse trilogie de phases, avec une phase inflammatoire, un remodelage derrière et de consolidation, qui fait que on va forcément avoir des choses à respecter durant ces phases, mais le plus rapidement possible, on va essayer d'inclure des choses quand même pour gagner du temps. Parce que je vous rappelle le contexte, on est sur un sportif professionnel. Donc, on va respecter un guide, mais par contre, il faut quand même gagner du temps. Tout en faisant attention, justement, à cette fameuse instabilité chronique. D'accord ? On garde toujours ça en tête. Et on va être en permanence sur une balance bénéfice-risque. Donc,
l'ANAS nous donne un cadre un petit peu global de prise en charge, hein, avec une prise en charge pré-diagnostique qui est essentielle. C'est ce fameux protocole GREC, RICE, POLICE, en fonction de ce que vous voulez, mais finalement les ingrédients sont les mêmes. Hein. On est sur de la glace, sur de la compression, sur l'élévation, sur une globale sous-utilisation du membre, en tout cas pour que rapidement on puisse limiter les dégâts. Okay, derrière, on a la rééducation qui va être mise en place avec, pour moi, quelque chose de très important dans ce que nous donne l'ANAS, c'est les critères de bilan et de surveillance, qui nous permettent de valider finalement notre avancée. Parce que j'ai une vision assez accélérée du processus de rééducation sur les entorses de cheville, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi. Et donc, on a des critères qui nous permettent de nous dire, bon, on valide, on peut passer l'étape d'après, ou attention, on est en train d'aller un petit peu trop vite. Donc maintenant, un truc qui est important là-dedans, c'est l'articulation de tous les éléments entre eux. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui va garder de la douleur, automatiquement derrière, il n'aura pas toute sa force, il n'aura pas toute sa proprioception, etc. Tout est imbriqué. Donc l'idée, c'est d'essayer de progresser sur tous les domaines en même temps. D'accord ? Donc à la fois sur son côté neuromusculaire, sur son côté douleur, sur son amplitude, etc. Tout est vraiment en réseau, en lien. Alors, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, il y a des centaines de techniques différentes possibles, manuelles, instrumentales avec des machines, il y a tout un tas de machines fantastiques qu'on nous vend régulièrement en cabinet, c'est bien, c'est intéressant. Par contre, avec un niveau de preuve plus ou moins important, en tout cas à l'instant T, puisque ça peut évidemment évoluer. Donc, tout est intéressant à observer. Par contre, j'ai ressorti, après une étude assez complexe bibliographique, des techniques qui ont un niveau de preuve un peu plus important. J'ai été un peu dur dans mon tableau, puisque j'ai mis une colonne plus, une colonne moins. Attention, la colonne moins, c'est pas que ça va être négatif, hein. C'est juste que le niveau de preuve est trop faible pour vraiment dire que c'est valide. Okay, donc, on fait un petit détail, mais rapide. Donc, la cryothérapie, sous toute forme. Attention, par contre, on va pas faire un autre débat du là-dessus, mais attention quand même à son utilisation, à son dosage, à quelle température. Hein, il y a un cadre autour de la cryothérapie. Mais la cryothérapie est essentielle, surtout dans la phase initiale, de ce type de pathologie. La compression, la contention initiale, pareil, on est sur une phase initiale très importante. Le taping a fait réellement ses preuves sur la capacité d'un retour terrain un peu anticipé, même si attention à l'efficacité du taping dans le temps. Par contre, j'insiste sur le taping ponctuel. J'ai mis le taping permanent en négatif, volontairement, puisque un taping, finalement, va aussi rendre le corps un peu feignant et limiter la reprogrammation de la fonction normale de stabilité passive et active, surtout. Donc, le taping est une bonne roue de secours, mais doit petit à petit être enlevé si on veut que la personne retrouve sa fonction. D'accord ? La proprioception, évidemment, c'est un élément clé pour la capacité de la personne à agir et réagir, mais je vais faire une petite parenthèse là-dessus. La proprioception est un peu trop souvent limitée à du travail réactionnel, c'est-à-dire on met la personne sur quelque chose d'instable et puis la personne va devoir réagir aux instabilités de ça. Le problème qu'on a avec ces proprioceptions seules, c'est qu'elle est intéressante, mais elle ne développe pas toute la fonction du muscle. Ce qui est intéressant, c'est un vrai travail neuromusculaire avec ce qu'on appelle la préactivation. Il faut que le corps soit déjà en état de vigilance avant même qu'il y ait le problème. Parce que si on est juste sur un temps de latence de je réagis à une déstabilisation sur un corps pas préparé, c'est trop tard. Le mécanisme est beaucoup trop rapide pour que le corps ait le temps de réagir. Donc il faut qu'en amont, que le corps, la zone, soit préactivée, avec un tonus un petit peu augmenté, avec une très bonne connexion entre tête et corps, finalement, avec la notion de somatotopie vraiment à développer, pour que le corps soit beaucoup plus apte à réagir vite et même à anticiper finalement les problèmes. Et là, c'est vraiment un aspect important de la proprioception à développer. Pas juste faire de l'équilibre sur une jambe sur un truc instable et on lance un ballon. C'est bien, je le fais, mais il faut aller plus loin, réellement. Okay, derrière, la thérapie manuelle, très intéressant, notamment pour les petits déficits articulaires. Alors, on va parler de la plus fréquente des entorses, entorse collatérale latérale, où on a un talus qui a un déficit de glissement postérieur, par exemple. La thérapie manuelle peut nous apporter justement ce petit réglage dans l'arthrocinétique. Le travail excentrique, c'est le travail musculaire qui donne le plus de résultats d'après les études sur le renforcement pur en force des éverseurs, par exemple. On parle toujours de l'entorse latérale. Donc le travail musculaire, j'en ai déjà parlé avec la proprioception, et on se rend compte que derrière, mais comme dans toute pathologie, mais vraiment dans celle-là, comme c'est une pathologie à récidive, c'est une pathologie où finalement la personne doit entretenir un petit peu ce qu'elle a fait même déjà avec nous. Et donc un processus derrière d'éducation thérapeutique et d'entretien, d'auto-entretien par le patient est important.
nous, auprès de nos joueurs, on essaye au maximum de faire ça, avec un point spécifique sur des zones, donc, par exemple la cheville, où derrière, le joueur a sa petite gamme d'exercices à faire régulièrement, accompagné, parce qu'on a la chance d'avoir des moyens humains importants en club, mais éventuellement en cabinet, non accompagné, mais c'est important de faire perdurer ça, donc avec un patient impliqué et éduqué. Au niveau, petite parenthèse au niveau podologie, un vrai intérêt sur le morphostatique du pied, et ce que j'ai pu lire nous amène à finalement ne pas vouloir surcorriger et mettre le pied dans une position totalement protecteur pour le ligament qui a souffert. Mais finalement, rentrer dans une neutralité pour limiter les dégâts, mais rester neutre afin que le corps continue sa fonction quand même et ne soit pas totalement perdu sur un raccourcissement extrême de la structure qui a souffert. L'IMC, faisant partie des facteurs de risque, l'IMC automatiquement, qui est quelque chose qu'on peut corriger finalement, est quelque chose à prendre en compte. En point négatif, je le dis pas vraiment négatif, mais peu prouvé, le fameux MTP qu'on fait tous, ou enfin beaucoup, et finalement qui a un niveau de poids vraiment très bas. On a tous cette notion de petits saignements concrets pour après réaligner les fibres, apporter des facteurs de croissance. Les études sont pas très avantageuses par rapport au MTP et le déclarent pas comme technique absolument a priori. Et puis je passe tout ce qui est écart, laser, etc., qui sont des techniques que vous faites peut-être, qui sont pas offensives, mais par contre ont un niveau de preuve très bas. Donc globalement, sur cette phase traitement, ce qu'il faut retenir, c'est les techniques initiales pré-diagnostiques qui sont très importantes. Ces fameux protocoles RICE, GREC, etc. Le diagnostic posé médicalement va être essentiel évidemment puisqu'il va orienter nos techniques et notre rapidité éventuelle, notre prise de risque. Cette fameuse compression prémobilisation, le fait de commencer précocement. Ça, partout, on retrouve qu'il faut gagner du temps, aller vite, mais avec des critères de surveillance, évidemment, qui valident nos protocoles, d'accord? Mais il faut aller vite, il faut vite remobiliser, il faut vite refonctionnaliser la zone avec de la connexion avec le cerveau, etc. Même si finalement, on n'est pas pressé, la précocité de votre mise en place de traitement va permettre de réellement diminuer les souffrances du patient et de gagner du temps et finalement d'avoir une fonction beaucoup plus vite retrouvée. L'axe des techniques, c'est autour du neuromusculaire et de l'arthrocinétique. Et je vous l'ai déjà dit, l'entretien à distance par le patient avec une implication d'éducation thérapeutique est essentiel. D'accord? Donc, là, c'est Thibaut et Ronnie qui vous en parleront, enfin Thibaut a déjà parlé, mais Ronnie vous en parlera également. L'orientation thérapeutique en fonction de la gravité, en fonction des antécédents éventuels, etc. Se fait forcément à partir du diagnostic, mais également, et là on va commencer petit à petit à aborder le message principal que je vais vous donner aujourd'hui sur le côté monde professionnel, c'est en fonction du choix des objectifs de mon athlète. Est-ce qu'il a du temps? Est-ce qu'il a moins de temps? Est-ce qu'on prend des risques ou pas? Passons à la deuxième phase, les critères de return to play, donc de retour au jeu. Il y a un consortium récemment qui a eu lieu et donc qui nous a donné un guide vraiment intéressant sur une liste de points à vérifier, donc qui sont les suivants, qu'on va très rapidement détailler avec des tests pour chacun, et qui permet vraiment d'avoir un cadre quand même intéressant pour se rendre compte si notre patient, notre athlète est apte ou pas à reprendre en minimisant un petit peu les risques. Donc, douleur, œdème, bon, rien de sorcier, on peut utiliser un petit peu ce qu'on veut. Sur un œdème, les périmétries en 8 sont quand même plus intéressantes, mais voilà, rien de très nouveau. On va un petit peu plus se pencher sur ces tests-là. Sur l'amplitude, pas mal de tests existent. Ce qu'il faut avant tout regarder, c'est la capacité de flexion dorsale. Encore une fois, je zoome là sur le collatéral latéral, qui est le cas de Nicolas Palois il y a un an et demi, et qui est l'entorse la plus classique. La capacité de dorsiflexion de la cheville est essentielle. Et donc pour ça, différents tests existent. Donc par exemple, le Wide Bearing Zone Test, qui est un petit peu exposé sur le schéma à côté, où finalement on va se rendre compte de la capacité dorsale en charge de la personne. Avec ce test-là, on va mesurer la projection sagittale du genou. Ça va permettre de quantifier un petit peu par rapport à l'autre jambe, ou éventuellement des tests de pré-saison, la différence. Le test en étoile ou en Y, le Star Excursion Balance Test, qu'on va illustrer juste après dans la diapo d'après, c'est un test qui est à la fois un test d'amplitude et un test de stabilité dynamique, qu'on va développer juste après, goniométrique. En arthrocinétique, on l'a parlé tout à l'heure, du glissement postérieur du talus, qui est très important,
à vérifier toujours finalement dans ce but de cette flexion dorsale pour qu'il vienne bien s'encastrer dans cette florale. Au niveau force. Alors au niveau force, pas mal de choses sont faisables. Le dynamomètre à main, qui est finalement le plus... Alors, on peut faire même un testing, finalement, manuel, mais qui va être peu quantitatif. Derrière, le dynamomètre à main permet d'être un peu plus précis au niveau des chiffres et permet d'objectiver un peu plus les différences, mais n'est pas très fonctionnel. L'isocinétisme, pareil, un appareil quand même assez conséquent, lourd, onéreux, lent, pour faire des tests. Intéressant au niveau valeur, mais peu fonctionnel. Finalement, on trouve vraiment une validation des tests par Myolux, qui est une marque que vous connaissez, je pense, tous, et qui objective réellement bien les déficits éventuels d'instabilité, de force des éverseurs, par ce petit, alors là, c'est comme une photo, c'est un petit dessin, mais vous connaissez de toute façon, c'est un petit chausson qui est vraiment un bon outil pour ça. On s'est rendu compte également que très fréquemment, les personnes qui avaient des entorses de cheville avaient un déficit de force au niveau des abducteurs de hanche. Voilà pour la force, je vous dis, moi je retiens vraiment le Myolux comme élément le plus pertinent. Après, pour être totalement honnête avec vous, au club nous ne l'avons pas encore, on compte l'acheter cet été. Pour le moment on teste en isocinétisme, mais c'est vrai qu'on perd de la fonctionnalité. Vous m'entendez bien ? On continue avec l'équilibre postural statique et dynamique. Alors, plein de tests existent, avec peu de valeur scientifique, pas forcément de prédiction derrière, mais qui permettent de donner des indices quand même subjectifs, mais des indices aux praticiens sur la capacité de l'athlète de faire de tel ou tel mouvement, et aussi finalement de se rendre compte de notions subjectives, comme l'appréhension du patient, comme peut-être un déclic un peu mental, en disant je suis capable de faire ça, je peux passer à autre chose. Ça c'est vraiment important. Donc en équilibre postural statique, on a par exemple le time to boundary, qui est en fait un équilibre unipodal où on détecte sur plateforme de pression la vitesse. Et alors, en podo, ils connaissent bien ça. Tout ce qui est pelote, tout ce qui est quantité de mouvement, là c'est spécifiquement la vitesse de déplacement du centre de pression qui est retenu comme un critère intéressant d'équilibre ou de déséquilibre. Il y a également le Balance Error Scoring System, qui est un petit... en haut à droite, vous avez la fiche, qui est un test où la personne va être également... il y a différents thèmes sur une jambe, sur un pied devant l'autre, etc., où on va compter le nombre d'erreurs, finalement, que la personne réalise, c'est-à-dire poser un autre pied, truc, etc. Donc ça, c'est assez intéressant et validé sur l'équilibre postural statique. Le footlift test, le tie and balance test, c'est des tests également d'équilibre unipodo. Bon, on passe. En équilibre postural dynamique, un petit peu plus difficile. Il y en a pas mal aussi. Donc le fameux test en étoile, Star Excursion Balance Test, où là la figure 2 l'exprime, avec ce fameux Y, un axe et derrière un angle ouvert, avec un pied fixe, et l'autre pied, on essaie d'aller chercher le plus loin possible sur ces axes. On va comparer évidemment à chaque fois gauche et droite pour observer une différence, et puis ça va nous permettre au fur et à mesure de la rééducation de voir l'évolution du patient. Le time to stabilize, ça c'est un test où la personne va sauter sur une plateforme et on va observer le temps qu'elle met à retourner sur un état stable. Le single leg figure 8 top test qui est à droite en figure 3 qui, et j'aime bien, pour être honnête, c'est trop personnel, totalement subjectif, mais je trouve regroupe pas mal d'éléments. On a une notion de rapidité, on a une notion de retournement dans les deux sens, d'angle à 180 dans les deux sens. On a single leg hop test finalement, puisqu'on a du test, c'est à cloche-pied que ça se fait. On saute, on fait un 8 autour des plots. C'est assez complet et assez engageant pour l'athlète, et on voit réellement si finalement il a cette appréhension, s'il a cette capacité d'aller chercher de la rapidité, un appui fort, etc. Et puis après, il y en a d'autres, le side-up test, du cloche-pied, on fait 30 cm d'écart vers la gauche, vers la droite. Single lib hurdle test, c'est des haies. Square hop, c'est un carré. Et le Myolux. Myolux, finalement, qu'on a eu en force, mais est également un testeur d'équilibre ou de déséquilibre postural dynamique. Donc, outil intéressant, je le répète. Voilà pour mes petits critères. Pour moi, dédié un peu au sport, le fameux consortium a évoqué 3 autres critères qui sont la démarche, les activités et le questionnaire pour avoir quelques notions subjectives également venant du patient.
la démarche, pour moi, les tests en place ne sont pas du tout cohérents avec le sportif. Hein. C'est des tests Dynamic Gait Index, c'est des tests où la personne marche en tournant la tête, en allant un peu plus vite et en décélérant. Bon, pour un sportif, clairement, on ne fait pas ce genre de test. On passe tout de suite au test un peu plus important. Le 10 Maker World Text, pareil, c'est la vitesse de marche. Bon. Dans le cadre de notre sujet ce soir, je ne pense pas que ce soit vraiment cohérent. Et après, des questionnaires d'activité, des questionnaires également de sensibilité, etc. Un des plus connus, c'est celui que je vous exposais en photo, hein, c'est le Foot Ankle Ability Measure. Personnellement, j'aime bien avoir en effet l'avis du patient et du sportif, savoir s'il se sent prêt, savoir s'il est prêt à y aller. Nous ne pratiquons pas les questionnaires parce que, justement, pas forcément dédiés aux sportifs professionnels, un peu plus à une généralisation de population. Mais sinon, des critères intéressants et validés. Alors, pour terminer sur les critères de return to play, donc attention, comme je vous disais tout à l'heure, à ne pas banaliser, c'est-à-dire que attention à ne pas se fier uniquement au dire du patient, attention à ne pas se fier non plus uniquement à vos tests. Il faut faire une petite mayonnaise de tout ça, essayer de tenter de prendre le moindre risque pour limiter les instabilités chroniques. La première prise en charge d'une entorse est vraiment essentielle. Les autres évidemment, mais la première est essentielle pour éviter de rentrer dans ce cercle vicieux. Et donc justement, cette petite mayonnaise entre critères objectifs et subjectifs vont tenter de nous amener à essayer de gagner du temps, mais sans prendre trop de risques. Et là, c'est l'art de notre métier, hein, c'est d'essayer de pas seulement être efficace, mais d'être efficient, et encore plus dans le sport de haut niveau, réussir à être performant, mais en économisant un petit peu du temps. Donc, pour résumer, les RTP, vous avez vu, il y a un guide qui est plutôt intéressant, un vrai fil rouge, mais par contre, il n'y a pas réellement de consensus. Hein. Les critères de return to play ne sont pas à 100% prédictifs, évidemment. Donc, toujours un petit peu mettre de l'adaptation et du dosage dans ce que vous faites et dans ce que vous prenez comme décision. Alors, notre joueur s'est blessé, on l'a rééduqué, on l'a fait retourner au terrain. Maintenant, on essaie d'éviter la récidive. Et pour ça, on se concentre sur les facteurs de risque. D'accord ? On va essayer de limiter forcément ces facteurs de risque. Alors, il y en a qu'on ne pourra pas changer, il y en a d'autres sur lesquels on va pouvoir influer. Les facteurs de risque intrinsèques, le plus important, c'est finalement un antécédent. On n'a pas plus de chances de faire une entorse, hormis le fait d'en avoir déjà fait une. Le déficit articulaire, notamment en flexion dorsale, on l'a déjà évoqué. Le déficit neuromusculaire ou proprioceptif, c'est un petit peu la même famille, où le temps de réponse doit être amélioré, la capacité de perception dans l'espace doit être améliorée. La symétrie musculaire entre éventuellement des muscles inverseurs et réverseurs, par exemple. La laxité globale, bien sûr, d'où aussi le critère un petit peu génétique qui peut aller avec, et notamment sur la population féminine que Thibaut évoquait. L'IMC et la taille sont des facteurs également de risque. Ce qu'on évoquait un peu plus étonnamment, hein, c'est l'abduction de hanches, trop faible au niveau musculaire, et également des genoux dits faibles. Alors c'est un peu vulgaire sur mon PowerPoint. Quand je dis genoux faibles, c'est des genoux mal stabilisés avec une instabilité retrouvée aussi. Voilà. Forcément, la cheville, là on parle que d'elle, mais elle appartient à toute une chaîne et tout un réseau. Il faut avoir une vision dans ces cas-là forcément holistique. Et d'ailleurs, les tests que j'ai évoqués avant d'équilibre statique et dynamique, finalement ne s'intéressent pas qu'à la cheville, mais à l'équilibre général de la personne, ou du moins du membre inférieur. Et donc évidemment, la morphostatique du pied et de la cheville est très importante, et donc là, des choses sont éventuellement faisables aussi. En facteur de risque extrinsèque, il y en a un petit peu moins. La charge de travail, évidemment, un joueur qui travaille en fatigue a plus de chances de se blesser et évidemment de récidiver. Le contexte de pratique, par exemple le terrain. Je sais que nous, dans le football, hein, les terrains synthétiques sont vraiment détestés parce qu'ils sont réellement créateurs de plus de lésions. Le chaussage, forcément. Et le critère de facteur de risque extrinsèque numéro 1, c'est le return to play précoce. Donc finalement, vous voyez qu'on est en train de faire un peu quand même un petit travail de sorcier, hein, parce qu'on essaye de gagner du temps sur une pathologie où il y a un gros pourcentage de récidive, et où finalement le facteur de risque numéro 1 extrinsèque, c'est le retour terrain trop tôt, et nous, on essaye de faire ça en permanence. Donc, bon, le contexte veut qu'on fasse ça, mais automatiquement, on joue un petit peu, et il faut essayer que le dosage soit le meilleur possible. Dernière partie pour moi, qui justifie ma présence ici, éventuellement, c'est ce côté professionnel, parce que finalement, ce que je viens de dire avant, on peut l'appliquer un petit peu à tout le monde. Là, c'est le contexte du sport professionnel, notamment du football que je connais, et qui fait que la théorie sur ce sujet est assez bonne, bien avancée,
mais finalement on est confronté en permanence à des éléments parasitants qui vont être presque plus forts que tous deux critères, qu'ils soient validés ou pas. Et donc, on va être automatiquement en opposition entre théorie et pratique. Comme je vous dis dans le raisonnement, on peut l'être entre sportifs amateurs ou non sportifs et professionnels, forcément. Et donc, il faut bien se poser la question de quel est l'objectif. Est-ce qu'on va tenter de le rééduquer très vite parce que le sportif, par exemple, a une compétition internationale où il doit partir en sélection, ou est-ce que nous, on veut le mettre absolument pour ce match? On a une notion de calendrier qui est essentielle. Mais il y a aussi autre chose que le calendrier, donc je vais le détailler un petit peu après, et la notion du staff technique, la notion de l'agent, la notion du contrat. Tout ça, ça joue, et c'est autant voire plus important finalement que réellement l'état structurel du petit ligament qui vient de se casser. Donc finalement tout l'environnement a un impact très important. Et donc tous ces petits éléments que là, qui sont un peu en nid d'abeille, viennent parasiter notre éducation et nos prises de décision. Donc je vous dis les influences extérieures d'un contexte d'agent, le choix du coach, la confiance que le joueur peut avoir en son staff médical ou même en lui-même, son contrat. Franchement, je vous donne des cas concrets, parce que pour moi ça paraît évident, mais peut-être pas pour vous tous. Un joueur qui a 2 ans de contrat, qui à la fin de sa 2e année, il lui reste 2 mois, pas beaucoup joué, s'il veut éventuellement la possibilité de jouer, vous dites qu'il a une entorse de cheville et que bon, a priori il terminera pas il jouera plus d'ici la fin de saison, c'est inconcevable, parce que derrière, comment retrouver un autre contrat? Ils ne sont pas tous comme Neymar ou Mbappé à être désirés par tous les clubs. Donc il y a une vraie nécessité de se montrer, de jouer, d'être performant. Une carrière est courte, donc automatiquement, il se doit d'être le plus possible présent sur le terrain. A l'inverse, certains joueurs décident de temporiser un petit peu leur éducation, parce que ça les arrange de ne pas trop jouer, pour être en forme éventuellement pour partir en sélection, ou pour se mettre volontairement un petit peu à l'écart, parce qu'ils ont pu s'entendre plus avec le coach ou avec le président. Et tout ce contexte-là vient automatiquement créer un petit peu des obstacles dans notre protocole. Ce qui fait que finalement, on va s'écarter un petit peu des critères RTP, le return to play. Évidemment, on les a à un coin de la tête, mais c'est pas du tout notre seul indicateur. Et c'est là ce qui crée aussi la magie de ce monde-là, c'est que finalement, on va devoir totalement être spécifique et adapté, encore plus que sur des patients classiques, à nos joueurs. Et donc, pour terminer, pour résumer un petit peu, il est intéressant et important de maîtriser les techniques à plus grande efficacité et à plus grand niveau de preuve, bien évidemment, pour être le plus efficace possible, justement pour gagner du temps. Donc, grâce au guide qui est un petit peu donné là, par une grosse quantité d'études ces dernières années sur la cheville. Mais tout ça face à des difficultés, difficultés comme je vous l'ai dit, donc de mettre en place la théorie par rapport à une pratique compliquée, difficulté de protocoliser, difficulté de mettre des plans de traitement. Et donc il faut rester très 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 humble par rapport à cette pathologie, qu'on scientifiquement maîtrise plutôt pas mal, parce que finalement on est tout petit et on se doit de prendre des risques, des fois un petit peu disproportionnés par rapport à la pathologie à notre place, mais qui fait que c'est vraiment intéressant. Donc humilité, mais tentative d'efficacité maximale pour gagner du temps. Voilà. Je vous ai juste mis ça, pas pour, parce que c'est illisible, je le sais, mais si certains sont intéressés pour me recontacter derrière par rapport à ça, je peux leur filer sans problème, et ça fait déjà une base de travail intéressant pour ceux qui désirent. Voilà.